Une plage de 15 km de sable blanc, un lieu tout entier dédié aux loisirs, au tourisme et au bien-être. Un lieu où fut pourtant écrite une des plus importantes pages de la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, appliquant le plan jaune, l'armée allemande attaque les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. Tout va alors très vite. Malgré une résistance souvent héroïque, les divisions alliées sont repoussées et les forces allemandes entrent en France. Après avoir pris Sedan, là où on ne les attendait pas, les Panzerdivision traversent la France jusqu'à Abbeville, coupent les forces françaises en deux et prennent plusieurs centaines de milliers d'hommes en tenaille. L'étau se resserre, les Alliés reculent. Le nouveau général en chef Weygand bâtit alors un projet de contre-attaque classique vers Arras. Mais Lord Gort, commandant le corps expéditionnaire britannique, n'y croit plus. Contre l'avis de Churchill, il renonce à la contre-attaque. Tous les yeux se tournent donc vers Dunkerque, vers la mer, désormais le seul espoir de salut. Le 20 mai, tout semble perdu. Les forces blindées allemandes, après avoir parcouru 60 km en moins de 14 heures, ont apparemment le champ libre. Le 24, les divisions du général Guderian sont devant Gravelines, à seulement une quinzaine de kilomètres de Dunkerque. Mais l'objectif prioritaire d'Hitler demeure la conquête de Paris. Pour cela, il a besoin de ses chars et veut les ménager. Il donne donc un ordre impératif d'arrêt immédiat, laissant le temps aux Alliés de préparer la plus formidable évacuation militaire de tous les temps, un extraordinaire succès au cœur d'une terrible défaite, l'opération Dynamo. Une escadrille se dirige vers Dunkerque. Le but est atteint et des bombes sont jetées. Des centaines de milliers de soldats arrivent à Dunkerque. L'armée allemande entreprend alors un bombardement systématique du centre-ville et c'est l'enfer du 24 mai au 3 juin. La ville n'est plus que ruine. Le port est lui aussi la cible des bombes. Mais il continue à fonctionner. Les remorqueurs du Rhin, rapatriés en 1939 à Dunkerque, sont les premiers navires coulés dans le bassin du commerce. Dès le 19 mai, l'état-major impérial anglais, et notamment le vice-amiral Ramsay, prépare une opération de rembarquement des troupes britanniques. Puisque son QG est situé dans une cave du château de Douvres, abritant auparavant un groupe électrogène, il donne à cette opération le nom Dynamo. Il s'agit de mobiliser le plus grand nombre de bateaux possible sans affaiblir la marine militaire pour rembarquer des soldats vers l'Angleterre. Des centaines de navires sont mobilisés. Des barges de la Tamise, des péniches, des destroyers, des chalutiers, des yachts dont le bateau présent aujourd'hui dans le port de Dunkerque, le Princesse Elisabeth. Pendant ces préparatifs, à Dunkerque, la vie s'organise. Jean Bécard, un combattant de la première heure, fait partie de ces centaines de milliers de soldats arrivés sur les plages. Le problème, c'était chercher de l'eau, chercher à manger, essayer de se mettre à l'abri quand il y avait des bombardements. En s'occupant déjà de tout ça, on avait des journées bien remplies. Il y avait beaucoup de camions et de camionnettes qui étaient encore remplis de vivres
Quand ils sont partis, ils avaient tout laissé. Il y en avait surtout chez les Anglais plus que chez nous. Alors on se nourrissait comme ça sur le compte des camions. D'autres soldats français et britanniques sont en position autour du périmètre de Dunkerque pour retarder l'avancée allemande. Wormhout, ville par laquelle passe la principale route de l'île à Dunkerque, constitue un point stratégique majeur. Oui, le mardi 28 mai 1940, les Allemands arrivent de la région d'Ouat, et essaient de prendre Wormhout, qui est un nœud routier assez important. Les Allemands essaient de prendre Wormhout pour couper la route des Britanniques et des Français qui veulent se rendre à Dunkerque. Les Allemands qui se présentent dans la région ne sont pas des Allemands de la Wehrmacht. Ce sont les SS de la garde personnelle d'Adolf Hitler qui, pour l'instant, depuis la Pologne, n'ont pas rencontré vraiment de grande résistance. Et le mardi 28 mai 1940, ils vont subir des pertes très importantes face aux Britanniques qui eux, se défendent coriacement. Et les Britanniques vont résister jusque dans la fin de l'après-midi. À la fin de l'après-midi, les Allemands arrivent à investir Wormhout, où ils font prisonniers les Britanniques et les ramènent en arrière pour être assassinés dans cette pâture dite de la plaine aux bois, parce qu'il y a un siècle, c'était un bois ici. Ils les regroupent dans une grange qui se trouve ici juste à côté, enfin qui se trouvait ici à côté. Et ils jettent d'abord des grenades à l'intérieur de la grange. Voyant qu'ils n'arrivent pas à tuer tout le monde, ils demandent aux survivants de sortir 5 par 5. Ils sont exécutés par des pelotons. Et ensuite, ils finissent par arroser de tirs dans la grange les survivants. Plusieurs dizaines d'hommes sans défense sont massacrés. Une tragédie qui pèse lourdement sur l'histoire du village. Ça a quelque part marqué la commune, mais aussi il y a une espèce de chape de plomb qui est venue se poser sur cette histoire. On n'en a jamais trop parlé. Et un peu comme si les civils se sentaient coupables de cette situation qui s'est passée. De nombreuses exactions ont marqué le passage de cette armée SS qui se rapproche toujours plus de Dunkerque. Alors, pour que le rembarquement des soldats puisse avoir lieu, des divisions sont chargées de retenir l'avancée allemande. Le fort des dunes de Lefrancouc et sa batterie sont utilisés par les défenseurs de Dunkerque. Puis ensuite arrive le 1er juin la 12e division d'infanterie motorisée, commandée par le général Janssen, qui à l'origine s'était installé sur la place de Mauterminus, mais qui subissait énormément de bombardements d'artillerie et qui a préféré utiliser le fort parce qu'il lui semblait beaucoup plus adéquat pour y mettre son état-major. C'est le QG qui s'est installé ici puisque les unités forcément combattantes étaient sur le front à Bridune, Givelde et Uxem. Le fort des dunes devient donc la cible des attaques de l'armée allemande. C'était extrêmement bombardé. En premier lieu, c'était des bombardements d'artillerie, puisque les pièces allemandes arrivaient à toucher le fort. Et ensuite, c'était un bombardement aérien. Et un bombardement aérien qui s'est géré qui a surtout amplifié le 3 juin 1940. Le résultat de tout ça, c'est le 2 juin, c'est la mort du général Janssen. Juste derrière nous, dans la cour du bâtiment des officiers. Et surtout, ça va être le 3 juin 1940, où là, il va y avoir une concentration de bombardiers légers en piqué allemand qui vont attaquer le fort des dunes dans la fin d'après-midi du 3 juin et
qui vont faire écrouler les 4 voûtes principales du fort, ce qui va résulter, je dirais, une centaine de tués. Le fort des Dunes abritera donc le quartier général des forces françaises à qui on a demandé de se sacrifier. Tout à fait, c'est le terme. De toute façon, c'était une mission de sacrifice, puisque quand le général Janssen s'est présenté le 29 mai au Basson 32 afin de recevoir normalement ses ordres d'embarquement, le général Fagal, qui s'occupait des forces terrestres de Dunkerque, lui a dit vous partez pas en Angleterre, vous restez, avec l'objectif d'aucun recul. C'était une mission sans recul, il fallait presque mourir sur place pour permettre aux autres troupes françaises et anglaises de s'embarquer. Ce sacrifice n'est pas inutile, alors que les prévisions de rapatriement ne dépassaient pas les 50 000 hommes, des dizaines de milliers de soldats quittent les plages entre La Panne et Dunkerque. Pourtant, ces embarquements ne se passent pas sans heurts. Ça pullulait là, hein, c'est le cas de dire. Et il y avait les Anglais, ils embarquaient parce qu'ils avaient rentré les camions comme ça dans la mer. Ils avaient fait des digues et ils passaient là-dessus pour aller rejoindre des chaloupes. Parce que les gros bateaux de guerre ne pouvaient pas approcher si près. Hein. Puis en plus, on avait les avions qui les bombardaient. Il y en a eu pas mal de coulées. Et en plus, nous avions les avions qui mitraillaient sur la plage ici. Ils prenaient d'enfilade toute la plage. Et il y a eu quelques actes de bravoure là quand même, aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que il y a des gens qui ont pris des fusils mitrailleurs et ils ont pris les avions qui arrivaient comme ça de face. Il faut le faire, hein, avec l'autre qui tire dans l'autre sens. Il y en avait qui ont laissé leur peau, hein. Mais il y en a qui ont descendu des avions. Les bombardements allemands font des milliers de victimes. Le sanatorium de Zuidcote, organisé en hôpital militaire puis la ferme Nord, accueille plus de 10 000 blessés qui attendent un médecin ou une infirmière pour être soignés. Il y en avait partout, tout le tour. Non seulement en dedans, mais tout le tour, le long des murs, assis le long des murs. Ils n'arrivaient pas à temps à les soigner. Hein. Pendant ce temps, sur les plages, des milliers de soldats guettent l'arrivée des navires. L'incertitude règne. La marine anglaise n'accepte que des troupes constituées et organisées. Les premiers jours de l'opération, seuls les Britanniques embarquent. Les Français ne montent à bord des navires qu'à partir du 28 mai. Alors ici, nous étions sur la plage, là, et moi j'allais presque tous les jours, tous les 2 jours, voir l'amiral Abrial, pour lui demander où est-ce que le 110 ou ce qu'il en restait allait pouvoir embarquer, en quel bâtiment, quelle heure, quel endroit. Et tous les jours, je revenais avec la même réponse, revenez demain. Si bien qu'en définitive, on a embarqué dans la nuit du 3 au 4 juin, 4 heures du matin. Et à 7 heures du matin, les Allemands étaient au même endroit où on avait embarqué, 3 heures après. Et je me rappelle quand je suis parti pour embarquer, je passais dans la rue de Le Guenard, où il y a la petite chapelle d'un côté et la maison des transitaires de l'autre côté. Les murs, ils tombaient comme ça en flammes. Alors, quand il y avait un bombardement, un coup de sifflet, tout le monde allongé. Quand on se relevait, on tapait, allez, en route. Bougeait plus. Et autour de toi, comme ça, tu trouvais 1, 2, 3 types que tu connaissais pas. En effet, les bombardements redoublent. Mais les Anglais ont découvert que l'aviation allemande ignore 2 jetées qui s'avancent dans la mer au niveau de l'avant-port. Les navires y accostent et des milliers d'hommes peuvent embarquer jusqu'au 4 juin. De plus, les réserves de pétrole brûlent et forment un énorme nuage noir qui protège parfois les navires des attaques aériennes. Progressivement, la machine se rôde. 7669 hommes rejoignent l'Angleterre le premier jour. 17 804 le second, 47 310 le troisième et 53 823 le quatrième. Au départ, ce sont majoritairement des Britanniques qui embarquent, mais Churchill intervient et en tout, 338 226 combattants sont évacués,
dont 123 095 Français. C'est ainsi que Jean Bécard trouve enfin un bateau le 4 juin 1940, un navire qu'il n'oubliera jamais. Oui, le Flore. C'est un bâtiment de la marine de guerre nationale française. Et nous avons débarqué à Plymouth, à Folkestone. Et de Folkestone, ils nous ont mis dans le train jusqu'à Plymouth. Nous traversons toute l'Angleterre dans sa longueur, là. Et là-bas, on a embarqué à Plymouth pour Brest. Et à Brest, on nous a donné comme direction Falaise, Caen. Disons, on devait les arrêter avant qu'ils arrivent là-bas, mais ils étaient là-bas avant nous. C'est une page peu connue de l'opération Dynamo. Ces milliers de soldats français, arrachés miraculeusement aux griffes des armées allemandes, ont été renvoyés immédiatement en France et souvent rapidement capturés. Ainsi, si quelques-uns sont restés au Royaume-Uni et ont constitué les premiers éléments des forces françaises libres, beaucoup n'ont pas goûté longtemps aux joies de l'accueil britannique. Et on était accueillis gentiment, avec des infirmières qui sont venues apporter du thé, des biscuits, etc. Alors les infirmières nous donnaient du thé et des biscuits et profitaient de couper les boutons pour avoir des souvenirs. Couper les boutons des capotes. On est resté dans le train, et dans le train là-bas, on est descendu du train sur le bateau, puis retour sur Brest. Déroute ou succès, comment définir réellement ce que fut l'opération Dynamo? Ce fut assurément un événement international. Pour certains, le rembarquement des combattants ne peut masquer l'immense défaite des armées alliées et l'effondrement de la France. Pour d'autres, l'opération Dynamo constitue un des tournants de la Seconde Guerre mondiale. Elle porte un immense espoir de reconquête face à des forces allemandes qui pensaient être invincibles. Ce débat sur les notions de victoire ou défaite s'est d'ailleurs engagé très tôt. Une guerre se gagne, en effet, sur les champs de bataille, mais aussi en fonction de la perception de l'opinion publique. Les actualités britanniques et la propagande allemande, relayées par Vichy, donnaient des versions très différentes des combats de Dunkerque. La marine française perd successivement le Niger, l'Adroit, la Bourrasque, le Foudroyant, le Cyclone, le Sirocco. Malgré ses défenseurs héroïques, Dunkerque ne peut tenir. La tâche des soldats est finie, celle des marins continue. Tous les bateaux concourent à cette formidable évacuation. Les navires sont chargés à couler bas d'hommes exténués. Les bâtiments réussissent à doubler, tripler leur capacité pour embarquer ces cargaisons humaines. 320 000 soldats alliés échappent ainsi aux griffes de l'ennemi et à la mort. Dunkerque s'éloigne, ses ruines masquées par les fumées des derniers incendies. Mais pour les survivants, rien n'effacera jamais le souvenir de ces 13 jours d'enfer. L'Angleterre accueille avec chaleur ces hommes qui, démunis de tout, retrouvent la force d'espérer et de sourire. Beaucoup d'entre eux seront les premiers éléments des forces françaises libres de demain. La version allemande, concoctée pour l'opinion publique française, diffère largement. Tous ces navires ont coulé, victimes des Stukas. La ville offre l'aspect d'une destruction terrible. Les bateaux qui devaient transporter les Anglais ont pour la plupart sombré dans le port.
Afin de pouvoir s'embarquer sur leurs bateaux demeurés en rade, les Anglais avaient construit avec des camions une passerelle sur la mer. Et voici ce qui restait après la retraite des Anglais. Tout l'équipement de nombreuses divisions tombait aux mains des troupes allemandes. Les Français, qui s'étaient sacrifiés pour protéger la retraite des Anglais, furent faits prisonniers près de Dunkerque. Il y en eut près de 88 000. En fait, le nombre de soldats français prisonniers s'élève à 35 000 hommes. Ils vont connaître avec une grande amertume la dure condition de la captivité. Alors, l'opération Dynamo est-elle une victoire ou une défaite? En 1940, Churchill tempérait l'enthousiasme de ses compatriotes en déclarant « Si nous avons réussi à sauver tant des nôtres, gardons-nous de donner à cette opération le caractère d'une victoire. Les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations. » Mais dans le même temps, le New York Times écrivait « Tant que l'on parlera anglais, le nom de Dunkerque sera prononcé avec le plus grand respect. » Et en effet, ce qu'il faut retenir de l'opération Dynamo, c'est le courage de centaines de milliers d'hommes qui ont démontré leur volonté de poursuivre le combat. Chaque année, de nombreux vétérans britanniques viennent se recueillir devant le mémorial inauguré en 1957 par la reine Elisabeth. De la même manière, il est du devoir de chacun d'entre nous de rendre hommage à ces milliers de combattants qui ont fait naître l'esprit de Dunkerque, cet immense espoir de résistance et de délivrance.